Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, extrait d'une room aujourd'hui qui a eu lieu en janvier 2023 autour du mythe de la mère parfaite. Nous avons évoqué la perfection dans la parentalité, dans le couple, dans la vie personnelle aussi. Nous avons évoqué une question d'une maman qui avait été posée à Rémi, qui était mon invité sur scène ce jour-là, donc qui évoquait que la parentalité bienveillante et positive fonctionnait sans doute mieux sur les jeunes enfants, mais qu'elle commençait à voir ses limites avec des enfants plus âgés, scolarisés notamment après en collège et en lycée. Donc je réponds à cette question. Il y a plusieurs extraits dans cette room. J'ai fait des coupes parce qu'elle durait 3 fois plus longtemps. Je te souhaite une très bonne écoute. À tout à l'heure. Bonjour, bienvenue sur une room des Petits Plus Zen. On va parler aujourd'hui du mythe du parent parfait. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà entendu autour de toi? Les parents parfaits sont comme ci, les mères parfaites sont comme ça, tu cherches à être une mère parfaite, ou alors tu ne vois pas à quel point c'est impossible d'être une mère ou un père parfait. On va parler aujourd'hui d'éducation, on va parler aussi de l'image qu'on donne en tant que parent, parce que devenir parent, ça chamboule beaucoup de choses dans notre vie personnelle, dans notre vie intérieure. On a chacun notre propre manière de devenir parent. Et quand on se rend compte à quel point il y a des options différentes, il y a des options possibles, que c'est pas si facile de choisir quelle est la parentalité qu'on veut installer pour nous, dans notre configuration, selon notre couple aussi, selon notre conjoint, selon les enfants, le caractère aussi des enfants qui vont naître. Parce que pour le premier enfant, on peut avoir une façon de voir les choses, et puis pour le deuxième enfant, des choses un peu différentes. Ça peut être difficile de savoir comment se passe la parentalité pour les autres. Et il y a un cliché qui circule beaucoup sur les réseaux, à savoir qu'on a beaucoup d'idées avant de devenir parent. Et une fois que les enfants sont là, on a les enfants. Et les idées qu'on avait en place avant de devenir parent ne sont plus qu'un lointain souvenir, pour certains en tout cas, parce que devenir parent est plus compliqué qu'on avait imaginé. Parce que devenir parent, ça nous confronte à un certain nombre de souvenirs qui remontent, à un certain nombre d'éléments à décider, de prises de décision à avoir, pour lesquels on avait pu anticiper. Parfois, on peut anticiper certaines décisions, et parfois, c'est un peu plus compliqué de savoir comment on va réagir quand nos enfants seront là, une fois qu'ils seront arrivés. Parmi les thèmes à aborder dans le podcast, j'ai déjà fait un épisode sur la parentalité bienveillante où je débunk un peu, je lance des bombes sur ce qu'on attend au niveau de la société de la mère parfaite et du père parfait. Ça peut être une base de discussion si vous n'avez pas du tout encore exploré ce sujet du parent parfait. Je me rends compte sur les réseaux que ça peut être une insulte assez classique de se critiquer entre les expériences de chacun et de dire oui, toi t'es une mère parfaite, comme si c'était l'insulte ultime de dire à quelqu'un t'es une mère parfaite. Alors, est-ce que ça parle de la personne qui dit tu es une mère parfaite, ou est-ce que ça parle de la personne qui exprime juste son choix actuellement? Si on prend un exemple précis, imaginons une mère qui aurait décidé de ne pas allaiter et une mère qui aurait décidé d'allaiter. Aucune des deux n'aurait besoin de convaincre l'autre que c'est le meilleur choix à faire dans l'absolu. Donc on peut déjà partir de ce principe-là qu'il n'y a rien d'absolu dans la façon de décider de sa vie parentale. Quand on choisit d'être parent, quand on décide d'avoir un enfant,
on va avoir des choix entre la motricité libre ou un mixte avec une motricité plus encadrée, avec un lit au sol ou avec un lit à barreaux, avec la diversification menée par l'enfant ou avec le schéma classique, petit pot et puis purée. Tout ça, ce sont laissés à l'appréciation des familles et de l'intimité des familles. Vous avez dans le carnet de santé beaucoup d'éléments qui sont déjà notés. Vous pouvez avoir des indications par le médecin de PMI, vous pouvez avoir des indications par ce qui se vit autour de vous, mais les décisions que vous allez choisir pour votre enfant vous reviennent en dernier recours. Est-ce que c'est ça, de vouloir installer la perfection dans votre parentalité? Ça peut être un angle de vue. Ce qui fait que quand les mamans viennent me demander en séance, est-ce que c'est normal de ressentir ces doutes? Est-ce que c'est normal de me sentir seule à prendre la décision de l'allaitement, de la diversification menée par l'enfant, de la motricité libre, de vouloir faire l'instruction en famille, de vouloir mettre mon enfant en crèche alors que je ne travaille pas? Tout ça, ce sont des décisions que les mamans doivent prendre dans leur cœur, en accord avec le conjoint si possible, avec le papa, avec le partenaire de vie, pour éviter que ce soit un point de dispute, de défi supplémentaire dans le couple. Mais ça reste des options et des choix possibles. La parentalité, c'est un nombre incalculable de choix qu'on va faire depuis le lieu de naissance, depuis la façon d'accoucher, depuis la façon de rester ou pas 40 jours à la maison sans sortir, d'appliquer un mois d'or ou pas, de dire au conjoint que c'est à lui de gérer maintenant tout ce qui ne concerne pas l'enfant ou pas. Et dès les premiers mois de vie du bébé, dès les premiers mois de vie de l'enfant, il y a déjà eu une centaine de décisions qui ont été prises. Ces décisions-là ne concerneront peut-être pas votre voisine, votre mère, votre sœur ou la journaliste qui a fait le dernier article dans votre magazine sur la parentalité. Parce que elle, depuis sa colline, elle ne vit pas les mêmes choses que vous. Si vous avez choisi, vous, de rester à la maison pour garder vos enfants, de rester à la maison, de faire l'instruction en famille, c'est votre choix. Est-ce que vous êtes conscient que ce choix-là va pouvoir déranger les autres, va pouvoir ne pas correspondre aux cases qui sont cochées par la société ou par les gens autour de vous? Donc là, il y a plusieurs angles sur lesquels on peut aller creuser. Le premier angle, ça peut être de dire, quand je fais un choix, j'accepte que les autres ne soient pas d'accord avec moi. Donc ça tourne assez autour de l'épisode qui s'appelle « Accepter de décevoir les gens autour de nous ». La deuxième solution, c'est de se dire, il y a tellement de choix possibles, je ne sais pas encore lequel sera le bon. Comment décider de ce qui est le mieux pour moi, alors que ma belle-mère me dit vert, ma mère me dit rouge, la PMI me dit blanc, mon conjoint me dit bleu. Comment choisir? Et là, on est dans un autre cas de figure. On est dans un cas de figure où la maman se dit, puisque je peux faire de 3 manières différentes, comment savoir celle qui me correspond le mieux? Donc on peut poser ici, et si c'est votre cas, je me relie à vous, que la décision que vous allez prendre, la première, vous allez pouvoir ensuite la changer. Vous allez pouvoir changer d'avis. Parce que quand on peut décider d'une première chose, on peut ensuite revenir sur sa décision. Si vous décidez d'abord de commencer l'allaitement et qu'au bout d'un mois, c'est tellement difficile de dormir, d'arriver à allaiter, de continuer avec peut-être les autres enfants de la famille, ou si le conjoint travaille beaucoup, vous pouvez revenir sur votre décision d'allaiter. Oui, ça va peut-être décevoir des gens autour de vous. Oui, vous allez peut-être culpabiliser de ne pas avoir été au bout de votre allaitement. C'est un sujet que j'aborde assez souvent en séance. Il y a des mamans qui s'en veulent de ne pas avoir maintenu l'allaitement. Mais c'était au prix d'une souffrance personnelle et d'une souffrance physique qu'elles n'étaient plus prêtes à assumer. Si on prend un autre sujet, le fait de ne pas vouloir reprendre le travail après l'enfant, ça reste aussi un choix qui peut perturber les gens autour de nous. Si une maman décide de ne pas retourner au travail, il va y avoir une partie des gens qui vont juger qu'elle est tranquille, qu'elle vit des allocs et qu'elle fait rien de sa journée, ce qui est faux. Et une partie, par exemple ses anciennes collègues de travail, qui vont dire « Oui, tu nous laisses tomber, reviens travailler, ton enfant tu peux le faire garder ». Mais aucune des personnes autour de vous n'a la même vision et les mêmes besoins et les mêmes projets. Eux, ils voient ça depuis leur colline. C'est un outil que j'utilise beaucoup. Chaque personne autour de vous a une façon de voir le monde comme si c'était un 6 ou un 9. Et vous, vous n'êtes pas toujours d'accord avec ce que les gens vont dire autour de vous. Parce que quand on pense qu'on a la bonne solution pour quelqu'un autour de nous, on se méprend et pour nous et pour lui.
On peut partager ce qu'on a fait comme choix nous-mêmes. Quand on est devenu parent, on a fait des premiers choix. Peut-être que ces premiers choix, on les a regrettés. Peut-être qu'on les a validés. Peut-être qu'on les a continués. Peut-être que pour le deuxième enfant, on a fait la même chose. Peut-être que pour l'enfant suivant, on a mis à jour notre parentalité. On a fait différemment. J'ai une maman en classe que j'ai accompagnée pour son premier enfant. Donc elle était une toute jeune maman avec son premier enfant. Elle avait 20 ans. Et quand on a discuté les premières fois autour de son fils, elle m'expliquait sa vision de la maternité. Elle m'expliquait sa vision de l'éducation. Et moi, j'entendais ça en tant que maîtresse, en tant que professeure, et j'entendais ces difficultés à faire des choix, parce qu'à 20 ans, faire des choix pour quelqu'un d'autre que soi peut être déjà un gros défi. Quand on devient parent, on fait des choix pour nous et on fait des choix pour l'être qui est sorti de nous. Donc double responsabilité. Si autour de nous, on n'a que des parents qui jugent, qui critiquent, qui pensent qu'on fait les mauvais choix, ça peut fragiliser l'estime qu'on a de notre toute récente parentalité. Et cette personne-là, cette maman-là, quand elle a eu son deuxième enfant, elle a changé un peu. Elle a modifié ses actions. Elle a parlé un peu différemment à son deuxième fils. Après, elle a eu une fille. Et en dernier, elle a eu un dernier garçon que j'ai eu il y a 5 ans en classe. Et quand on s'est revus, je lui ai dit « Oh, ça fait bizarre de vous revoir 20 ans après avec votre dernier enfant. » Et elle m'a dit « Mais j'ai tellement changé, Séverine. Entre mon premier enfant il y a 20 ans et le dernier enfant maintenant, j'ai complètement une vision différente de la parentalité. » Et c'est ce que j'ai envie de vous amener aujourd'hui, c'est que le parent parfait qu'on vous sert dans les médias, au journal télé, par votre belle-sœur, par la spécialiste du coin, par la conférencière, oui, ce sont des apports. Ce sont des avis, ce sont des opinions. Pour eux, ça a marché. Pour eux, ça a été la bonne solution. Ça ne veut pas dire que pour vous, ce sera confortable à appliquer ou même que pour vous, ce sera la bonne vision de la chose. Il y a quelque chose d'assez tabou dans la parentalité encore, c'est le fait de dormir avec ses enfants. Certaines mamans du dispositif des moins de 3 ans venaient me voir en me disant « Moi, je dors encore avec mon enfant, il n'a pas encore sa chambre, il n'a pas encore son lit. » Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est normal? Est-ce que je dois lui donner un lit pour lui? Est-ce qu'il peut dormir avec nous dans le lit? Typiquement, c'est un thème de la parentalité qui fait débat. Est-ce que le cododo, c'est bien pour l'enfant? Est-ce que c'est bien pour la famille? Est-ce que c'est bien pour le couple? Est-ce que c'est bien pour la santé? Est-ce que c'est bien pour la société? Et vous avez tout un éventail de réponses. La société peut vous dire le cododo c'est dangereux, il y a un risque de mort subite, il y a un risque d'accident respiratoire avec la couette, avec l'oreiller, est-ce qu'on va bien entendre que l'enfant s'est réveillé, est-ce qu'on n'a pas un sommeil trop profond, il ne faut pas prendre de médicaments. Donc l'image de la société sur le cododo est assez grise, assez sombre. Il y a des parents qui aiment le cododo, qui pratiquent le cododo, qui vivent le cododo en disant que c'est une expérience qui renforce le lien, la connexion, la présence, le confort, la chaleur, la relation d'expression aussi, les gestes, les regards. Pour eux, le cododo est une bonne solution. Donc, quand on a une opinion sur un sujet, quand on entend la société dire le contraire, quand on entend dire la belle-mère le contraire, quand on entend sa voisine de palier dire le contraire, on peut être perturbé par les avis divergents. On peut être perturbé par ce que pense la société de notre façon d'être parent. Et à tout moment, on peut se demander, est-ce que je fais le bon choix? Au lieu de vous demander si vous faites le bon choix, je vous invite à regarder si le choix que vous avez fait équilibre aussi bien vos besoins à vous que les besoins de l'enfant. Et souvent, quand je présente cette notion-là, on me demande, mais c'est quoi exactement les besoins de l'enfant? Les besoins de l'enfant, au tout début, c'est surtout des besoins liés à sa survie. Donc on est plutôt dans la rayure rouge de son arc-en-ciel de besoins. Ça, c'est un des outils que j'utilise quand je travaille avec les parents. Sur l'arc-en-ciel des besoins, vous avez tout un épisode 7 qui va vous détailler ça. Le jeune enfant, il a besoin de présence, de regard, de confort, d'hydratation, d'être changé, d'hygiène, d'alimentation et vraiment de stimulation par la présence. Le cododo permet ça. Les parents qui ne veulent pas faire de cododo mettent d'autres arguments dans la balance. Par exemple, leurs besoins de sommeil à eux. Par exemple, leurs besoins d'autonomie physique à eux. Parce que si vous écoutez une maman qui a allaité pendant des mois et des mois, qui a pratiqué le cododo, certaines vont vous parler avec enchantement, avec plaisir, avec vraiment bonheur de ces moments-là, et d'autres vont vous partager une difficulté à s'endormir, une difficulté à lâcher prise, à être moins vigilante,
Parce que de savoir que l'enfant est dans notre lit, ça ne permet pas forcément un sommeil profond, un sommeil réparateur. Si vous aviez en tant que parent sur votre rayure rouge à vous un gros besoin de sommeil, de silence, et sur votre rayure verte un besoin d'autonomie, d'indépendance et de liberté, eh bien peut-être que le cododo ne sera pas une bonne solution pour vous. Donc ce ne sera pas dans l'absolu le cododo c'est mauvais, ou dans l'absolu le cododo c'est la solution parfaite, mais est-ce que ça s'applique à vous? Est-ce que vous, ça va vous permettre de satisfaire vos besoins de parents? J'ai eu une maman une fois qui m'a dit en séance, le papa ne se lève jamais la nuit. Le papa, la nuit, ne nourrit pas l'enfant. Qu'il soit au sein ou au biberon, le père ne se lève pas. Imaginez que donc tous les repas de nuit du jeune bébé, au moins pendant les 6 premiers mois, ont donc été fournis par la maman. Alors très naturellement, je lui ai dit, mais ça veut dire que pendant la journée, tu as le temps de dormir. Pendant la journée, tu peux prendre du temps pour toi. Elle me dit, mais non, puisque pendant la journée, mon mari est au travail. Donc là, imaginez que si elle se forçait à faire l'allaitement et si elle se forçait à faire du cododo pour faire bien au niveau de la société, des recommandations, mais qu'en contrepartie, dans sa vie à elle, le parent ne serait pas là pour la soutenir ni la nuit ni la journée, elle va se forcer vers une illusion qui va la faire souffrir. Si les conditions autour de vous ne vous permettent pas d'appliquer vos premiers choix, vous pouvez les remettre en question. Et les parents qui se posent beaucoup de questions sur qu'est-ce que c'est qu'être un bon parent, est-ce que je suis une bonne mère, est-ce que je suis un bon père, ce sont des parents qui déjà sont dans une démarche de croissance, de mise à jour, d'évolution. Donc quand ils reçoivent tous ces conseils non sollicités des experts, des journalistes, des conseils en pédiatre, des conseils des gens qui sont parents depuis des années, ça a pu évoluer la parentalité depuis les grands-parents, depuis votre marraine, depuis votre cousine. Donc quand vous vous posez la question sur est-ce que c'est la bonne solution pour vous, mettez au clair quels sont vos besoins prioritaires de présence, d'autonomie, de liberté, de repos, de calme. Et ensuite, est-ce que le choix que je vais faire nourrit ces besoins-là ou est-ce que ça m'en éloigne? Et les deux sont entendables, les deux sont justifiés parce qu'ils partent de vous, de vos besoins de parents et des besoins que vous avez identifiés chez votre enfant. La question ensuite qui se pose, c'est que quand j'ai décidé de ce choix-là, quand j'ai fait cette première action, est-ce que je suis obligée de le détailler auprès de tout le monde? Est-ce que ce choix-là m'appartient et doit être public? Quand j'ai fait ces premiers choix et qui m'ont été bénéfiques, je peux savourer ça tranquillement. Je peux me dire, pour moi, je ne choisis pas le cododo. Pour moi, je ne choisis pas l'allaitement. Pour moi, je ne choisis pas l'instruction en famille. Ça reste des choix que je ne suis pas obligée de proclamer. Je peux le faire, mais je n'y suis pas obligée. Et dans toute cette assurance que les gens ont de dire j'ai fait le meilleur choix comme s'il était absolu, j'ai fait le meilleur choix comme si je devais sur mon étendard dire c'est comme ça que tu devrais faire aussi. C'est là où je vous invite à mettre beaucoup de nuances parce que ce que cette personne a fait là pour lui, ça lui convenait à lui. Ça ne veut pas dire que pour vous c'est la meilleure solution. Vous avez quelqu'un qui a avec assurance décidé de faire et l'allaitement, et le cododo, et le portage maximal, et l'instruction en famille. Tout ça, ça va lui convenir à lui. Ça ne veut pas dire que vous, c'est la bonne solution. Si vous êtes maman solo, si vous reprenez le travail, ça ne marchera pas dans votre grille d'observation et de critères à vous. La nuance est à faire entre je peux faire des choix et ne pas les proclamer, je peux faire des choix et les assumer devant les autres, je peux faire des choix et décider de l'exposer au vu et à la critique des gens qui, en retour, vont pouvoir critiquer mon mode de vie et mon mode de fonctionnement. Et c'est vraiment à la libre appréciation. Il y a des mamans qui en classe ne disaient pas du tout ce qui se passait à la maison et gardaient une intimité sur ce qu'elles vivaient, ce qu'elles décidaient, ce qu'elles avaient tranché. Quand on avait un entretien, je me souviens d'une maman qui était très stricte dans le bon sens, qui avait vraiment une discipline à la maison, des routines, des règles posées. Et elle me disait, c'est pas du tout ce que je vois autour de moi dans mes voisines, c'est pas du tout ce que je vois autour de moi, même dans les mamans de la classe, mais je ne vais rien leur dire. C'est leur façon de voir les choses à elles. Je ne suis pas là pour proclamer qu'elles devraient faire autrement. Et j'ai beaucoup apprécié tous les entretiens que j'ai eus avec cette maman parce qu'elle était capable d'entendre les avis des autres sans les critiquer, sans les imposer aux normes de sa propre vision. Et ce que j'aime sur Clubhouse, ce que j'aime aussi sur certains réseaux d'échange,
C'est qu'on peut poser ce qu'on a décidé nous, en disant en quoi ça nourrit nos besoins d'adultes, en quoi on pense que c'est bénéfique pour notre enfant, en quoi ça maintient un équilibre dans le couple, dans le rapport vie pro, vie perso. Et ces deux éléments-là sont très personnels. Vous avez chacun votre propre équilibre entre vie pro, vie perso. Vous avez déjà mis en place des décisions qui vous servent vous. Et sans doute que personne autour de vous va vous traiter de parent parfait. Sans doute que personne autour de vous va vous dire que vous êtes parfait. Parce qu'il y a sûrement des moments où vous ne vous trouvez pas parfait et où de l'extérieur, ça n'a pas l'air parfait. Heureusement que ça n'a pas l'air parfait. Quand j'accompagne les mamans, elles me disent certaines remarques piquent plus que d'autres. Certaines remarques, par exemple, de quelqu'un qu'on apprécie beaucoup sur la façon d'élever nos enfants, peut vraiment résonner en se disant mais est-ce que c'est moi qui me trompe ou c'est sa parole et sa façon de s'exprimer qui vient heurter la vision que j'ai d'un dialogue horizontal, d'un dialogue en empathie avec une amie qui en plus parfois n'a pas d'enfant. Les gens qui se permettent de critiquer notre façon d'élever nos enfants n'ont parfois pas d'enfants non plus. Et quand on évoque souvent, il y a pas mal de replays sur les rooms ou sur le podcast, le fait qu'on a changé de version de la parentalité depuis la génération d'avant, il est évidemment facile pour des journalistes qui ont plus de 50 ans de critiquer la nouvelle génération, puisque la nouvelle génération n'est pas née avec les mêmes informations. La nouvelle génération de parents fait autrement que la génération d'avant, pour le meilleur et parfois pour le pire, et ça on peut en débattre aussi, mais quelle est la notion du parent parfait que vous croyez vous? Peut-être celle que vous croyiez avant d'avoir des enfants, parce que ça a pu évoluer aussi. Moi, je pourrais éventuellement vous partager le point de vue que j'avais en étant juste maîtresse. Et ensuite, en devenant maman, j'ai remis un peu d'humilité et de vulnérabilité dans ma façon de voir les parents, parce que je me suis dit, ah oui, c'est pas du tout comme ça que j'imaginais ce que c'était la parentalité. Quand on a son premier enfant, on se dit, ah oui, d'accord, ok, il y a des trucs que j'avais pas, il y a des zones d'ombre que j'avais pas bien perçues avant d'être parent, mais est-ce que le fait d'être parent soi-même te permet d'avoir la conscience de tout ce que l'autre traverse en tant que parent? C'est ça qui est un petit peu dans la nuance de la prétention de croire que je saurais mieux que toi ce qui est bon pour toi. Et en plus, je me permets de le dire. Comment oser aller jusqu'à ce stade-là? Tous ceux qui ont acheté le magnifique livre de recettes avec le super gâteau au chocolat ne le réussissent pas exactement comme dans l'atelier du pâtissier. Tu peux avoir la bonne recette et que ça rende absolument pas la même chose. Donc si je te file la recette de mon gâteau préféré, chez toi, ça donnera peut-être pas du tout la même chose. La parentalité, à un moment, tu peux appliquer tout bien ce que tu as lu dans les livres, ce que tu as écouté dans les podcasts, ce que tu as entendu dans les rooms, ce que ta sœur t'a dit, ce que ton pédiatre t'a dit. Le résultat sur ton enfant n'est pas magique, automatique. Mais alors comment tu fais face à cette frustration de ne pas réussir à obtenir ce que tous les médias te disent, c'est comme ça qu'il faut faire? Parce que c'est le parent là qui prend. Quand on a exploré tout ça, on découvre, nous, un autre monde et un autre continent qu'au début, on peut se paraître vraiment euphorique parce que ça fait tellement sens d'un coup qu'on aurait envie de le transmettre. Mais on se trouve confronté à des gens qui, eux, n'ont pas vécu cet intérêt de sens, de compréhension, de cohérence. Et donc, il y a un gap énorme entre ce que nous, on aurait peut-être compris de ces notions-là et surtout de l'impact qu'on a sur les enfants sur le long terme, par rapport aux gens qui se disent être parent c'est facile, on le fait depuis la nuit des temps, on n'a qu'à faire comme on a été élevé sans se poser de questions. Et c'est pas un jugement, mais on a quand même deux profils principaux. Il y a les gens qui se posent des questions, et puis il y a les gens qui se disent c'est bon, c'est pas difficile d'être parent. Pour les gens qui se disent c'est pas difficile d'être parent, certains vont rester dans exactement leur décision toute leur vie. Et moi, je m'inquiéterais plus pour les enfants que pour eux, parce qu'eux, ils le vivent bien. Et par contre, ceux qui se posent beaucoup de questions n'ont pas toujours les réponses. Et là, au niveau de l'influence que tu peux avoir sur les sphères de ceux qui se posent des questions, ils sont tellement en quête de réponses qu'ils vont voir peut-être 3 contenus qui parlent de la même chose que toi, avec 3 personnes qui vont dire des choses différentes. Donc, quand ils viennent te titiller, quand ils viennent te juger, quand ils viennent te critiquer, ils sont juste en train de questionner la cohérence pour eux avec leur système de pensée et actuellement de valeurs sur si je fais comme il a dit, ça va pas tout de suite être facile, ça va pas tout de suite être fluide, ça va pas être facilement intégrable avec ce que j'ai compris
de l'éducation ou de la parentalité, donc je rejette en bloc. Et peut-être que tu as d'autres personnes qui viennent plus détailler, discuter, te poser des questions sur pourquoi tu as mis ça en place. Je vais juste poser la petite notion qu'on se met à jour sur l'informatique, on se met à jour sur l'économie, on se met à jour là sur les nouveaux logiciels qui sortent, mais parfois ça ne vient pas à l'idée qu'on peut se mettre à jour sur sa parentalité. Comme si ce domaine-là n'était à l'affût des dernières recherches en neurosciences, à l'affût des dernières techniques de communication. C'est un peu étonnant que sur ce domaine-là de la parentalité, une partie de la société ne s'interroge pas sur, tiens, qu'est-ce qui a changé depuis? Il y a un gros dossier, il y a un gros immobilisme qui me fait penser à certaines autres institutions, mais tant qu'on n'ouvre pas la parole sur le fait que ça a des conséquences sur le long terme et qu'il ne s'agit pas de paraître un parent parfait, parce qu'à la rigueur, paraître un parent parfait, quand ça concerne que nous, on peut s'écraser. Mais c'est de se dire, toi, tu veux paraître le parent parfait, mais tu vois pas les conséquences que ça peut avoir sur ton enfant et tu continues à te maintenir dans tes illusions. Et là, c'est plus embêtant. Parce qu'il y a des parents qui continuent à dire « Mon enfant déconne, je le tape. Mon enfant, je le punis. Je le mets au coin. » Donc, ce sont des pratiques qui sont encore largement répandues. Les derniers sondages montrent qu'il y a plus de 50% de la population qui donne des fessées, des gifles ou qui insulte son enfant. 50%, ça reste énorme. Et le monde qui n'a pas vécu le continent des neurosciences, du cortex, du cortisol, de l'empathie, des conséquences à long terme sur les fonctions exécutives, ne peut pas savoir que ça existe. Et par contre, l'autre partie du monde qui s'est intéressée à ces recherches, que ce soit par le biais de l'éducation, que ce soit par le biais des auteurs, des spécialistes, des podcasts ou des livres, se dit mais pourquoi personne n'en parle? Et puis d'autres hésitent en fait face à l'arbre à choix. Et il y a des parents qui se disent apparemment la norme c'est de donner un téléphone à tel âge, la norme c'est d'aller à Disney régulièrement, la norme c'est de rester devant la télé et de pas faire de jeux de société, mais en fait la norme ça n'existe pas. Mais si autour de toi tu avais des gens qui allaient devenir parents, est-ce que tu arriverais à leur poser des questions, à ne pas leur préciser pourquoi tu fais ça? Comment tu te positionnes par rapport aux gens qui vont avoir des enfants ou qui ont des questionnements? Tu vas pas prêcher que c'est la seule façon de faire et que c'est la meilleure façon de faire. On peut poser que l'effet du buzz de ce que les journalistes, les livres, les podcasts peuvent provoquer peut influencer les personnes qui seraient un peu moins sûres d'elles. Mais ils ne sont pas d'accord entre eux, les spécialistes. Gros débat sur le time-out, est-ce qu'on doit punir un enfant dans sa chambre? Ils sont en train de s'écharper, les experts. Il y a une moitié qui dit oui, il y a une moitié qui dit non. Et donc, les parents au milieu de tout ça se disent, mais qui on va suivre, qui on va croire, comment faire pour décider, alors que eux-mêmes, entre experts, ne sont pas d'accord. Comment savoir quel expert suivre? Comment tu vas te fier? En fait, on est noyé sous toutes les informations, donc il y a un petit peu ce qu'on désire nous intérieurement, comme tu dis, faire ses propres choix, mais à la fois on a un besoin d'appartenance, peut-être à notre famille d'origine, peut-être un besoin d'appartenance avec nos amis. Comment conseiller à des gens vraiment de se focuser sur leurs besoins et leurs envies? La façon dont on va poser nos questions aux autres mettent en lumière si on a besoin de validation, si on a besoin d'être renforcé dans notre idée initiale. Et si on cherche l'accord de l'autre, en effet, ça pourrait montrer qu'on a un petit peu moins d'estime sur ce domaine-là parce qu'on est en quête de réponse. De ne pas demander aux autres ce qu'ils en pensent et d'être sûr de tes choix. Clairement, ça m'évoque une maman en classe qui m'a dit « Moi, j'habite avec mes beaux-parents. Ma belle-mère a sa vision de l'éducation, moi j'ai ma vision de l'éducation et c'est invivable de vivre dans le même périmètre que quelqu'un qui a d'autres angles de vue. Donc elle était obligée de s'affirmer face à sa belle-mère. Bon, on notera au passage que son mari ne faisait pas trop la part des choses entre la vie de sa femme et la vie de sa mère, mais c'est un autre débat. Mais pour éduquer tes enfants, si toi-même tu ne sais pas où tu vas et que tu t'en réfères à quelqu'un d'extérieur à toi, ça montre une certaine fragilité parce que nos enfants ont besoin de savoir où on va aussi. Si on n'est pas capable de leur donner un cap, on tourne un peu en rond dans notre barque. Et quand on a autour de nous des gens qui, eux, savent, qui, eux, ont tranché, ça pourrait nous faire croire qu'ils ont raison. Et c'est vraiment une perception, c'est vraiment une façon d'entendre les avis des autres sans que ce soit une norme, sans que ce soit un dogme et sans que ce soit une parole sacrée.
Je peux raconter tout ce que je pense de l'éducation à n'importe qui, ça ne veut pas dire que j'ai raison pour la personne, pour son profil. Ça veut dire que dans l'étendue de mes recherches, dans l'étendue de mes lectures, dans l'étendue de mon savoir, voilà où j'en suis arrivée. Peut-être que l'humilité, elle est là, d'admettre que quand je fais un choix pour mon enfant, il va pouvoir ne pas être compris, il va pouvoir ne pas être accepté par la génération d'avant, par ma voisine, par ma belle-mère, et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave si ça ne convient pas aux autres. C'est fort aussi à dire que quand on se sent confiant dans son couple avec son partenaire de vie, on peut construire une parentalité qui soit d'autant plus assertive vis-à-vis du monde extérieur, parce qu'on est au moins deux à tenir le cap et qu'on n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit autour de nous. On est les deux parents concernés. C'est hyper confortable pour se dire je suis le parent que je décide d'être, j'applique les actions que je trouve justes moi, que je trouve adaptées à mon profil moi, et le regard des autres, je m'en cogne. Quand on voit tout ce qui existe sur le monde de la parentalité, tous les experts, tous les coachs, tous les podcasts, qui ne sont pas par principe d'accord les uns avec les autres, comment on fait pour choisir? On s'en réfère à soi. On revient sur ses besoins à soi, son profil de couple à soi. Si on habite à la campagne, c'est différent. Si on habite en pleine ville, c'est différent. Si on travaille de nuit, c'est différent. C'est ces éléments-là qui vont vous aider à guider vos premiers choix. Il n'y a pas un parent parfait, plus s'il reste à la maison ou plus s'il retourne travailler. De décorréler la notion de bien ou de mal sur les actions de certains parents et qui reviennent aussi dans le débat de la violence ordinaire, parce qu'il y a quand même beaucoup de parents, et je me souviens la toute première room où Cédric était venu sur Clubhouse, il avait dit la difficulté c'est que les experts se posent en culpabilisant les parents de faire ce qu'ils sont en train de faire. J'ai trouvé ça hyper pertinent parce que pendant des années en classe, je n'arrivais pas à expliquer aux parents que de mon point de vue de maîtresse, quelques actions qui étaient un peu éparpillées à la maison qui empêchaient l'enfant de se concentrer en classe. Mais en tant que maîtresse, j'arrivais pas à leur dire ça parce que j'avais pas le point de vue global de ce qui se passait à la maison. Et quand il a dit, quand on est en train d'essayer de culpabiliser le parent de pas bien faire, c'est qu'on se perd dans notre posture d'aide, d'accompagnant. Ce qui fait que nous, on a nos enfants, on fait comme on peut avec nos enfants, on galère avec nos enfants, tous, même les experts en petite enfance galèrent avec leurs propres enfants. Mais à un moment donné, on ne transmet que ce qu'on a expérimenté, validé, justifié et qui fait sens pour nous. Quand j'écoute des podcasts sur la parentalité, il y en a qui me parlent beaucoup et puis il y en a qui ne me parlent pas du tout. Il y en a qui ont l'air accrocheurs, mais derrière, je trouve que j'ai pas envie de l'appliquer comme je l'entends. Et puis d'autres où j'ai vraiment envie d'aller dans ce sens-là et de réfléchir à cette question-là. Donc ça peut résonner avec une expérience qu'on est en train de vivre, ça peut résonner avec une expérience qu'on a vécue ou que notre meilleur ami a vécue. Et c'est pas pour autant qu'on va se dire il a raison sur tout. De mettre de la nuance sur l'expert que vous suivez, que ce soit sur la parentalité ou que ce soit sur n'importe quoi, sur le business aussi, il n'a pas raison sur tout. Il a des choses qui vont résonner sur votre quotidien et là vous allez vous dire ah ouais, cette décision-là, je vais la tester pour voir. Je tirerai moi-même mes conclusions. Le plus souvent, c'est que quand ça nous met trop loin de ce qu'on fait nous actuellement, au lieu de nous remettre en question, on peut dire que l'autre a tort par principe, parce que c'est trop éloigné de ce qu'on vit, de notre zone de confort, de ce qu'on a déjà décidé et réfléchi. Ça nous demanderait un gros effort de remise en cause, de remise en question, de poser sur la table « Ah ouais, mais pourquoi ils font ça eux ? Et s'ils avaient raison ? Et si c'était la bonne solution ?» On en revient à la question de l'humilité. Ça veut dire que si je ne veux pas me remettre en question, si je veux continuer à taper mes enfants, à leur crier dessus, à dire que mon mari ne fait rien dans la maison, j'entraîne en fait, j'alimente le système comme quoi ce serait la seule façon possible. Je garde des œillères en me disant, on a toujours fait comme ça dans la famille, on va continuer comme ça, pourquoi pas? Moi, ça me rend triste pour les gamins parce que je me dis, les gamins méritent mieux. Quand je voyais des gamins en classe qui étaient dans ce schéma-là, je me disais qu'est-ce que je peux faire en classe pour qu'au moins ils se sentent exister. Mais de convaincre quelqu'un qui n'a rien demandé ou de dire à quelqu'un qui te dit c'est la même chose que moi, tu devrais faire comme ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. C'est-à-dire que n'importe qui aujourd'hui qui va vous dire tu devrais faire comme ci avec tes enfants, vous pouvez lui dire je ne crois pas. Merci de ton conseil. Et en repartir sur une conversation qui soit explique-moi pourquoi tu penses que c'est la meilleure solution pour toi, de semer une graine chez lui plutôt que de se faire déstabiliser par ce qu'il dit pour nous.
Parce que pour nous, en fait, ce qu'il dit, ça résonnera pas tant que ça. Il y a une partie des parents qui ne savent pas encore la puissance de cette idée d'hygiène et d'autonomie émotionnelle qu'on pourrait tous apprendre avant d'être parents, hein. Mais ça, c'est vraiment un vœu pieux qui ne marche pas comme ça en l'état. Mais si maintenant, quand on voit que notre enfant est en train de faire un caprice, on admet tout simplement que son comportement a un impact sur nos besoins non satisfaits dans notre cheminée à nous, tu vois, cette simple phrase, mais elle désactiverait tous les conflits, toutes les gifles, toutes les fessées et toutes les idées qu'on doit dominer notre enfant et qu'on doit soumettre notre enfant et que notre enfant nous manipule et a des intentions malveillantes contre nous. Et je l'entends encore régulièrement, tant qu'on ne change pas cette notion que l'enfant, à son niveau, est incapable de faire autrement pour ses propres besoins et que s'il savait faire autrement pour ses besoins, il serait moins en train de défier notre équilibre à nous, ben ça peut pas passer en fait, tant que l'enfant n'a pas compris ça. Et l'enfant, il peut pas comprendre ça s'il n'y a pas une enseignante ou un de ses parents ou une de ses babysitters ou une de ses animatrices qui lui fait comprendre qu'il n'est pas responsable et qu'il n'est pas capricieux. Même entre adultes, la parentalité bienveillante, le parent parfait, ça reste aussi une étiquette. Donc si on désétiquetait les enfants et si on désétiquetait les adultes, qu'est-ce qu'on vivrait mieux? Qu'est-ce qu'on vivrait bien si on arrêtait de coller des étiquettes sur la tête de tout le monde? Parce qu'à un moment, l'enfant va continuer à faire des comportements que l'adulte va coder comme divergents, tout simplement parce que le parent n'a toujours pas vu quel besoin était activé, quel besoin était en jeu. Il y a quand même quelques parents qui s'intéressent à cette notion. Et ce que je trouve intéressant, c'est que quand ils s'intéressent à cette notion, ils se rendent compte que eux n'ont pas été élevés dans cette question-là non plus. Que eux aussi, on les a étiquetés de capricieux et d'embêtants et de dérangeants et de pas à la hauteur. Il y a une partie de toi qui a tellement encaissé les critiques, les jugements, les coups, les baffes, qu'une partie de toi a arrêté de vouloir être entendu, de vouloir être aimé, de vouloir être accepté, et qu'il y a eu une partie de toi qui a eu un masque, il y a eu une partie de toi qui s'est figée, qui s'est coupée de ses émotions. À un moment donné, tu peux pas dire que ton éducation à la dure n'a eu que des effets positifs. Mais nous, qui on est en train de prêcher ça? Les gens, ils vont pas nous écouter. Il faudra à un moment qu'il y ait un déclic, mais on est là que pour poser des graines sur le bord du chemin. Parce que là, le déclic, c'est pas en une réponse de Rémi ou en un podcast de Séverine que ça suffira, ou une room de Marie ou une room de Najat d'ailleurs. Mais c'est peut-être un ensemble, que s'ils sont mis bout à bout, tous les supports qu'ils vont rencontrer, un livre par-ci, un article par-là, un épisode à la télé qui parle de bienveillance, d'empathie, de communication non violente, on est peut-être en train de créer un monde un tout petit peu plus vertueux avec nos petits niveaux, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes métiers, même tous les quatre. Je parle de nous quatre parce que je vous connais un peu plus. Pour le coup, le fait qu'on ait des spécialités, des angles de réflexion, des outils différents, ça peut permettre au plus grand nombre de se dire il y a quelque chose qui se joue là. Il y a quelque chose dans le fait qu'on ne considère pas l'enfant comme une personne à part entière et qu'on considère l'enfant comme un ennemi à soumettre, à dominer et à conditionner, à mouler, à former. J'ai des commentaires qui tournent plus autour de « ouais, c'est bien gentil, mais on fait comment ?» Peut-être que là, la graine, elle était déjà un tout petit peu plantée chez les gens qui osent me dire « ok, je comprends intellectuellement ». Et ça veut dire que si tu comprends intellectuellement, c'est juste que tu vois la porte. Tu n'as pas encore envie de l'ouvrir. Tu te dis que derrière, tu n'es pas prêt, mais tu vois la porte. Et ce que j'aime bien, et je pense que ma cible, c'est quand même ça, c'est les gens qui voient la porte et qui se disent « je suis bientôt prêt à l'ouvrir ». Alors qu'il y a des gens qui ne voient pas qu'il y a une porte. Ils tapent leur enfant se tait et obéit. Ouais, parce que ça reste des idées super intéressantes. Hein, quand tu écoutes un article ou n'importe quel livre des experts, que ce soit Catherine Guéguin, que ce soit Céline Alvarez ou Isabelle Filiosa, la théorie, tu trouves ça charmant. Même les derniers, hein, l'apparition de Marion Querc, ça a l'air super de voir qu'en Suède, ils y arrivent. Mais quand tu es chez toi, que tu n'as pas dormi, que ton mari est au boulot et que tu as les 2 enfants sur les bras, clairement, tu commences par quoi? Là, les gens, ils sont en train de pleurer dans leur salon, en train de se dire « je suis une mauvaise mère, j'y arrive pas, je suis nulle, pourquoi les autres y arrivent ?» Et là encore, ça peut faire culpabiliser certains parents de se dire « mais il y en a qui y arrivent et pas moi. » Et moi non plus, c'est pas les paillettes et les licornes toute la journée. Pour vous dire, je m'étais fait un super planning aujourd'hui
À 8 heures, j'avais une room de networking. Donc, je commence ma room. Michael rentre dans la chambre en disant, Siana a vomi, je vais te la laisser. Je fais, OK, merci, d'accord. Donc, il n'y a pas des paillettes et les licornes chez nous non plus. C'est juste que les outils qu'on a créés, les théories qu'on a lues, les notions qu'on a intégrées dans notre vie nous portent et nous rassurent au quotidien. C'est plus ça la différence. En tout cas, pour moi, les outils que j'ai créés en classe et qui me servent à la maison m'évitent de me dire oh putain, ma fille a vomi, je vais en chier, c'est la merde. Et lui, il part au boulot tout tranquillement. Parce que c'est des pensées que j'aurais eues tout le temps sinon. De me dire, ah bah ça va, lui il va aller au boulot, moi je me retrouve avec le lit plein de vomi. Figure-toi que la grande s'est pas levée non plus pour aller au lycée, donc j'ai les deux Ah, filles à la maison. le Alors, cumul. comment vous dire que c'était pas du tout ce que j'avais prévu sur mon mercredi? Mais c'est la vraie vie. C'est la vraie vie. Et n'imaginez pas que les experts, que les spécialistes, que les psychologues, que les thérapeutes ont une vie parfaite. Et j'aime bien quand Héloïse Junier le témoigne dans les Oui, podcasts où oui, elle oui. va. J'adore ça. Parce qu'on a beau être des experts, on a des outils pleins, un plein bol, vraiment un plein bol d'outils. Mais il y a des jours où ça marche mieux que d'autres. Et il y a des jours où on se foire aussi. Là, j'étais pas sûre de faire la room tranquillement. Il a fallu que je négocie avec la grande pour qu'elle garde la petite. Donc, on est créatif aussi quand on est professionnel de la petite enfance. Et il n'y a pas besoin d'être un expert pour se dire, bah, des fois ça rate, des fois ça marche. Donc, vraiment, rassurez-vous en vous disant que non, le parent parfait n'existe pas, mais qu'en plus, les outils parfaits n'existent pas. Et qu'en plus, même si vous aviez tous les outils de toutes les formations du monde sur le parent zen, calme, empathique, bah, même ça, votre enfant, un jour, il va vous dire non, c'est non. Parce que ce jour-là, lui, il aura décidé de dire non. Et vous, vous allez réagir juste autrement. Parce que ce non, vous allez pouvoir l'entendre d'une autre version, d'une autre colline, en haut du phare et tout. Il y a une humilité que moi j'ai travaillé avec une de mes mentors qui est difficile au début, c'est qu'elle m'a dit oui mais Séverine, tu es tellement dans la non-violence que tu deviens violente avec toi-même à force de transmettre la non-violence. Et au début, tu vois, j'arrivais pas à accéder à cette question, à cette notion qui m'a bien déstabilisée. Elle m'a dit, tu vois, tant que tu ne montres aux gens que ta partie non violente, tant que tu ne montres aux gens que les bons côtés de tes outils, les bons côtés de ta parentalité et que tu ne mets que la belle zone en place, ça peut être écrasant et ça peut être inauthentique. Alors que si tu admets que là, tu fais ta visio avec le Covid, je t'ai souvenir de juillet de l'année dernière, j'ai fait une visio avec le Covid où j'étais pas en forme et que voilà, il faut admettre qu'on n'est pas au taquet et que les outils marchent pas toujours et que des fois je crie sur ma petite et que des fois ma grande, il y a des portes qui claquent parce que elle n'est pas d'accord sur les écrans. Ça ne marche pas hein, dans l'absolu tout le temps. Hein. Ce n'est pas parfait. Et ça veut dire que la non-violence, ça ne marche pas non plus tout le temps. C'est important de la transmettre, et je rebondis sur ce que Najat dit dans le chat, ça veut dire que si on ne dit pas aux parents qu'il y a d'autres façons non violentes d'élever leurs enfants, ben on montre pas la porte. Mais à la fois dire il n'y a que cette porte-là et dans toute situation tu vas réagir avec calme, avec bienveillance, dans la douceur, ça non plus c'est faux. Le mot mythe que j'ai voulu mettre dans le titre, c'est que n'importe quel expert qui vous dira que c'est un outil clé en main 100% du temps qui s'applique à toutes les situations absolument sans avoir besoin de réfléchir ne marcheront pas. Parce que votre enfant n'est pas un objet programmé et que vous-même, vos émotions ne sont pas programmées. Il y a des choses qui se rallument, il y a des flammes qui se déclenchent sans qu'on les ait processées, sans qu'on les ait décidées sur notre planning. Là, ce matin, je ne m'attendais pas à ces deux flammes à 9 heures du mat. Je me suis dit, ok, d'accord, impuissance. Impuissance professionnelle, je ne calerai pas les trois choses que j'avais décidées ce matin. Impuissance parentale, de me retrouver avec les deux filles, alors que d'habitude, le mercredi jusqu'à 13 heures, c'est open bar, liberté, rayure verte. Donc la vie nous défie sur notre côté absolu, sur notre côté bienveillance, sur notre côté non-violence. Et je défie qui que ce soit d'avoir montré plus d'un an que des côtés positifs devant ses enfants. Ça ne marche pas. Vous pouvez ramener à plus d'une semaine hein, si vous voulez. Hein. On tient jusqu'au moment où on se dit mais je suis pas honnête avec moi, je suis pas intègre, je suis pas authentique. Si je m'énervais jamais, ce serait bizarre.
Mon enfant trouverait même ça bizarre que je m'énerve jamais. Donc demandons-nous si on est en train de montrer à notre enfant encore un masque ou si on est en train de montrer à notre enfant que nous aussi, des fois, on est agacé, que nous aussi, des fois, on en a marre ou qu'on est inquiet, parce que c'est humble dans ce sens-là par rapport à nos enfants, de leur montrer que on est en train de processer à l'infini ce qu'on nous a pas appris et qu'on rattrape. Enfin, certains peut-être d'entre vous l'ont appris jeune, hein. Nous, on a déconstruit une partie de ce qu'on a appris sur les émotions, que les émotions, ça dérange nos parents, que les émotions, vaut mieux peut-être pas les montrer parce que c'est trop perturbant pour eux, et d'avoir enfoui ça sous une couche de non-dit, de protection et tout ça. Donc si on le fait pour nous, on est capable de le faire pour nos enfants, mais il faut qu'on avance nous aussi. Et si on veut avancer nous aussi, ça me permet d'être plus authentique en disant « Oh là là, il y a des émotions et des flammes qui sont toujours pas finies, qui sont toujours pas deuillées, qui sont toujours pas avancées à un stade suffisant pour que je me sente complètement libérée. » Et c'est pas grave, parce que les enfants vont grandir et que moi je vais grandir et que la situation nous amènera exactement des événements à processer en temps voulu, surtout les jours où tu as moins dormi, surtout les jours où tu avais un dossier à rendre, parce que c'est le jeu, parce que c'est drôle, parce que la parentalité c'est créatif. Et maintenant on est de plus en plus à mettre notre petite patte là-dedans et il y a de quoi faire. Donc il y a tellement de gens à suivre si vous en avez l'élan, il y a tellement de portes à ouvrir si vous en avez l'élan. Il n'y a aucun parent autour de vous qui n'a la meilleure solution pour vous que vous. N'importe quelle méthode qu'on va plaquer ne pourra pas, dans l'absolu, matcher avec ton enfant, matcher avec ton couple, matcher avec ton activité professionnelle. Néanmoins, là, c'est plus la flamme de la maman que je travaillerai avant le comportement de l'enfant, parce qu'il y a une certaine impuissance à voir que les résultats sont pas à la hauteur de ses attentes. Et c'est peut-être le fait de baisser ses attentes ou de reconsidérer la situation actuelle en se disant j'en ai peut-être trop attendu de cette méthode. C'est pour ça que j'essaye de pas trop survendre mes offres non plus, parce qu'à force de dire c'est magique, ça va transformer vos vies, les gens pensent qu'il n'y a pas d'effort et qu'il n'y a pas de haut et de bas, et qu'il n'y a pas de phase de régression, et qu'il n'y a pas de période où ça va être super compliqué à appliquer. T'as beau comprendre l'outil, réussir de temps en temps, réussir la plupart du temps, mais il y a des moments où ça ne réussit pas. Donc elle a pu appliquer les livres, la maman dont tu parlais, là, et se sentir frustrée et impuissante dans un domaine de vie qui est la scolarité. Et là où ça m'interpelle aussi, où j'irais sur le fait qu'on a beau avoir plein de théories et d'outils, le monde extérieur va quand même nous répondre sa réalité à lui. Ça veut dire que le système scolaire n'étant pas complètement adapté, son enfant n'ayant pas fait forcément toutes les actions qui permettent des résultats ou une évaluation ou un diplôme en fonction, il y a quand même des causes-conséquences qui ne dépendent pas de nous en tant que parents. Et on en revient à une question d'impermanence des résultats. Que nous, sur notre rayure verte, on a vraiment un besoin de contrôle et un besoin de pouvoir et un besoin de résultats. Ok, mais ça marche pas dans la scolarité de mon enfant, ça marche pas dans le fait que les institutions soient empathiques. Mon besoin de pouvoir, de résultats et de contrôle, il peut s'exercer sur quelque chose qui ne dépend que de moi. Par exemple, mon jardin. Par exemple, le nombre d'exercices sportifs que je vais faire dans ma semaine. Là, ça dépend que de moi. Mais si j'applique des outils en pensant que je vais avoir des résultats sur le monde extérieur, sur mon enfant, sur l'institution ou même sur mon conjoint, parce qu'il y en a qui m'ont dit « Ah, mais ça marche dans le couple ». Je fais tout à fait, ça marche dans le couple. Ça marche exactement pareil dans le couple. Ça veut dire que si tu prends en compte la flamme de ton conjoint et les besoins de ton conjoint, tu communiques mieux. Mais ça ne veut pas dire que tu vas avoir de lui tout ce que tu attends de lui, parce qu'il a sa part de libre arbitre. Donc l'impuissance, je la trouve claire et cohérente quand elle t'a partagé que quand l'enfant grandit, eh ben, il y a une mise à jour du système qui est obligatoire. Parce que l'enfant, il va avoir ses propres stratégie pour nourrir ses propres besoins et que la maman doit réajuster son impuissance et la façon qu'elle a de mettre injuste le côté qui marchait. C'est pareil qu'un enfant qui commence à marcher chez lui, hein. Avant, c'était coolos. Et puis l'enfant, quand il commence à marcher, tu dis « Ah, faut que je repense mon système d'organisation de la maison. » Et les mises à jour, elles vont se faire constamment. Et je trouve que si on ne prévient pas les gens qu'il va y avoir des phases de régression, qu'il va y avoir des phases d'ajustement, que les outils, il faut se les approprier, il ne faut pas les appliquer tels quels, ben cette flamme d'impuissance, elle peut revenir
Et elle peut même revenir d'ailleurs, hein, parce qu'on ne connaît pas l'historique de cette maman. Mais c'est sans doute pas la première fois qu'elle a trouvé que ça marchait pas bien dans un domaine de sa vie. Tu vois, ça peut boucler sur d'autres domaines de vie. Mais nos enfants, on a tellement d'intensité, on a tellement de projections pour qu'ils soient heureux, qu'on voudrait tellement que eux, ça se passe bien pour eux. Mais on n'est pas maître de tout ça. On a une part où on doit lâcher complètement prise sur les résultats de nos actions. Et c'est super frustrant. En tant que pro, là, c'est super frustrant de ne pas avoir les résultats de mes actions tout de suite. Mais voilà, c'est une flamme que j'accueille au niveau impuissance actuelle dans le présent. Et même quand on est parent, ça va être la même chose. On va poser des actions, on va essayer de se dire c'est ce qui est bon pour moi, c'est ce que je pense juste pour mon enfant, j'ai pas envie de faire autrement, donc je vais continuer tant que ça m'obtient des résultats cohérents. Et si un jour je trouve que ça m'obtient plus de résultats cohérents, eh ben je reviendrai au point A. Qu'est-ce que je change? Est-ce que mes besoins ont changé? La plupart du temps, c'est qu'un de mes besoins a changé en tant qu'adulte et que j'étais plus concentrée sur les besoins de mon enfant et j'étais plus concentrée sur le vécu de mon enfant. Et je reviens à moi, je reviens à mes rayures en me disant, mais si je trouve que je suis impuissante, si je trouve que je n'ai pas le contrôle, qu'est-ce que ça vient dire de moi? Qu'est-ce que ça vient dire en tant que parent? Parce que c'est facile de dire, mon enfant, il n'a pas les résultats scolaires que j'attends. Et alors, les parents qui le vivent très bien, les parents qui en ont rien à faire des résultats scolaires de l'autre. Si d'autres personnes ne réagissent pas comme vous, demandez-vous ce qui se joue pour vous. Parce que ce n'est pas l'enfant qui déclenche ça. C'est ce que ça se joue sur la pensée que vous avez à ce sujet-là. Parce que ma fille, quand elle me dit j'ai 8 de moyenne en allemand, je ne vais pas dire que je saute au plafond. Évidemment, ça me pique parce que je me dis c'est dommage, voilà, elle a appris allemand, elle aurait pu avoir plus en allemand, mais ça parle de moi, ça parle de mon émotion, ça parle de mon besoin qu'elle réussisse. Mais elle ne le voit pas du tout de ce côté-là. Si on ressent de l'impuissance en tant que parent par rapport au comportement de nos enfants, avant de lui dire c'est de ta faute, tu devrais faire plus, on peut quand même se demander comment on le ressent et comment on le pense de nous à nous. C'est dur parce que c'est admettre qu'on n'est pas tout puissant. Mais à la fois, la plupart du temps, quand elles se rendent compte qu'elles ne sont pas toutes puissantes, ben à un moment, elles lâchent prise et elles se disent « Ah, c'est une libération aussi ». Parce qu'on désactive la perfection, on désactive aussi le fait de toujours dans la performance et la productivité, en disant bah, « J'ai fait de mon mieux, hein, accord Toltec, j'ai fait de mon mieux en l'état. Pour l'instant, ça ne donne pas tout à fait ce que j'avais voulu sur le comportement de mon enfant, sur ses résultats scolaires, sur l'ambiance à la maison, sur l'ambiance dans le couple, sur les rapports avec la belle-mère. Mais de mon côté, je vois où ça me mène, je vois quels sont les besoins nourris, je vois que pour l'instant, c'est la stratégie qui me convient sur mon éventail. Il y en a peut-être d'autres, mais pour l'instant, je n'ai pas envie de faire autrement. Donc j'accepte cet équilibrage-là en disant, vu l'énergie que j'y porte, les efforts que j'y donne, la conscience que j'ai sur ces besoins-là, la conscience que j'ai de ces émotions et de l'impact sur le comportement de mon enfant, donc sur les deux générations et puis éventuellement sur les personnes extérieures, et bien là, en l'état, je peux m'arrêter. J'ai fait suffisamment d'actions et si les autres ne sont pas d'accord, on reboucle sur l'épisode d'aujourd'hui. On accepte que les autres soient déçus, il n'y a aucun problème. Franchement, que les autres soient déçus de vos comportements, du moment que vous avez fait de votre mieux et que vous avez fait à la hauteur de vos besoins actuels, c'est ce qui compte. Et je conçois, hein, parce que c'est souvent ce qui bloque, qu'on n'arrive pas à être notre propre source de validation suffisamment pour se faire confiance, d'autant qu'on n'a pas toujours eu beaucoup d'estime de nous valorisée quand nous, on était enfants. C'est pour ça que l'épisode sur l'héritage parental, il peut être aussi une bonne clé si autour de vous, il y a des gens qui veulent changer. C'est que quand on conscientise que notre façon d'éduquer nos enfants maintenant a un lien, soit en opposition, soit en imitation de ce qu'on a vécu, il y a peut-être quelque chose à poser là qui se joue entre j'éduque mes enfants comme je peux, j'éduque mes enfants soit pour faire l'inverse, soit pour faire exactement comme ma famille, soit pour être en réaction, soit pour être en loyauté. Et ça peut m'interpeller sur ma vraie liberté, sur ma vraie latitude de faire autrement. Et je vous invite vraiment à ne vous comparer ni à la génération d'avant, ni aux gens qui vous disent que vous devriez faire telle ou telle action, et de vous confronter uniquement à mes projets, mes besoins, les besoins de mes enfants, mon couple, si vous avez la chance de vivre avec la personne qui est responsable et co-responsable, co-parent avec vous, de vous mettre vraiment dans une bulle et d'aller voir que ce qui est bon pour vous, c'est vraiment ça. Vos besoins à vous, les besoins du conjoint, les besoins de l'enfant, et que si ça ne plaît pas, si c'est autrement, si c'est différent, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et si vous voulez d'autres expertises, il y en aura toujours autour de vous.
Vous allez toujours trouver des sources d'informations, des professionnels, des supports, des émissions qui parleront du point que vous avez envie de cibler. Mais concentrez-vous surtout sur ce que vous vivez d'abord vous. Vous ouvrirez les portes et vous irez voir ce qu'il y a derrière les portes si vous en avez envie. Soyez de parents à votre image, pas à l'image des autres. Soyez des parents qui vont avec leurs émotions et leurs besoins et qui se connectent avec leurs enfants. C'est vraiment le plus important pour moi maintenant. À bientôt! J'espère que cette écoute de Room Clubhouse t'a permis de faire un peu de clarté sur le mythe de la mère parfaite, que ça va t'encourager à faire tes propres choix en toute conscience de ta singularité personnelle, familiale et de couple pour aller encore plus loin sur ces questions, pour vraiment trouver ce qui nourrit tes besoins à toi et tes émotions dans ta cheminée des émotions à toi. Je t'invite au parcours Emotizen. Quand tu écoutes cet épisode, tu peux participer et candidater pour acheter le programme en ligne. J'ai hâte de t'accompagner à apaiser tes émotions et à retrouver de la joie et de la sérénité en famille. Tu trouveras tous les éléments pour t'inscrire dans la bio ou alors sur Instagram et Facebook. Très bonne semaine, au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.